Bienvenue à tous dans cette présentation du service IAM. Nous allons commencer par les fonctionnalités. IAM est un service qui permet avant tout de centraliser la gestion des utilisateurs individuels ou en groupe, de sécuriser les utilisateurs grâce au MFA, le Multi-Factor Authentication, que nous avons déjà vu lors de notre précédent atelier. Il permet de partager certains accès à votre compte AWS, de gérer la granularité des permissions, c'est-à-dire d'autoriser de manière très fine l'accès aux ressources, également de proposer la fédération d'identités à partir d'autres annuaires déjà existants, comme par exemple dans votre entreprise vous avez peut-être un annuaire Active Directory Microsoft qui vous permet de vous authentifier. Bon, et bien à partir d'un compte Active Directory Microsoft, vous pourrez générer des jetons d'accès pour accéder aux ressources AWS directement, ou l'accès via des comptes d'annuaires de type Facebook, Google, des Web Access. Vous pouvez aussi gérer très finement les exigences de rotation des mots de passe et leur complexité pour augmenter encore la sécurité, comme on l'avait vu dans l'atelier précédent. Ce qui est important de retenir dans l'idée, c'est que IAM dit qui fait quoi, il permet d'autoriser ou d'interdire à un groupe ou à un rôle, et il permet aussi d'enregistrer qui fait quoi. En fonction des situations, il peut être nécessaire de faire appel au service CloudTrail, mais c'est un service qu'on ne va pas aborder puisque ce n'est pas un des principaux services, mais en cas d'audit, CloudTrail, c'est la clé qui va permettre d'obtenir les journaux de tous les accès qui ont été utilisés. Donc un petit rappel, IAM c'est pour Identity and Access Management. Donc on l'a vu, lorsqu'on crée un compte Amazon Web Services, on commence avec une seule identité de connexion disposant d'un accès complet à tous les services indépendamment de la région. Elle accède à tous les services et à toutes les ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur racine, c'est le compte root. Elle est accessible après cet inscrit avec l'adresse email et le mot de passe pour se connecter directement à la console. Ensuite, dans le service IAM, on va pouvoir créer des utilisateurs, des groupes, des rôles et des stratégies. À partir du compte root, on va pouvoir créer des comptes utilisateurs. On va pouvoir les intégrer dans un groupe, par exemple un groupe administrateur, pour un projet X ou Y. On va pouvoir affecter une stratégie à ce groupe, par exemple qui va permettre à ses membres de créer des utilisateurs pour des projets, pour déléguer les tâches d'administration. Une fois que ce groupe d'administrateurs dispose des ressources, il n'est plus nécessaire d'utiliser le compte racine. Le groupe administrateur aura l'autorisation de créer des utilisateurs dans IAM et va donc pouvoir accueillir des membres d'un projet, les intégrer dans un groupe qu'ils pourront créer aussi, et les appeler développeurs par exemple parce que c'est un projet pour développer une application. Pour exécuter ces commandes, il existe plusieurs interfaces d'opération. Les deux moyens différents d'octroyer des droits, donc soit vous autorisez l'accès à la console pour son administration, l'utilisateur recevra donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. La seconde méthode, c'est un accès en ligne de commande, via SSH pour se connecter à une console, et ensuite on peut appeler des API le cas échéant. Donc les API, c'est des interfaces de programmation applicative. Vous pouvez taper des lignes de commande avec des ordres qui eux-mêmes utilisent des commutateurs, et vous allez pouvoir taper des lignes de commande complexes qui vont exécuter exactement ce que vous voulez. Il y a la possibilité, sous ce mode, d'exécuter exactement ce que vous pouvez faire dans la console, sauf que vous le faites en ligne de commande. Dans ce cas précis, l'utilisateur ne reçoit pas un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais ce qu'on appelle une Access Key ID pour un identifiant d'accès, donc une clé d'identification d'accès, et une Secret Access Key, donc c'est une clé d'accès secret qui se retrouve sous forme d'un fichier que l'on télécharge et que l'on pourra utiliser lors de la connexion dans notre ligne de commande de connexion. Maintenant qu'on vient de voir les deux interfaces d'opération, que ce soit en console ou en ligne de commande,
Ces deux méthodes permettent de gérer les utilisateurs et les groupes. Dès le début, on va créer des utilisateurs, les ajouter dans des groupes et autoriser ou non ceux qui vont pouvoir accéder à la console de management et ceux qui ne vont pas pouvoir accéder à la console. Également, comme je vous l'ai dit, tous les appels qui auront été faits via les appels API pourront être enregistrés dans le service CloudTrail et ces enregistrements peuvent servir pour des audits de sécurité. Donc on a vu le contrat SYN, on a vu les utilisateurs, on a vu les groupes, on a vu les stratégies. Voyons maintenant comment les utilisateurs vont devoir s'authentifier. Donc on a vu que pour les accès console, on a besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Pour les accès en ligne de commande, on a besoin d'une Access Key ID et d'une Secret Access Key. Également, l'administrateur peut choisir d'activer l'authentification à multiples facteurs, que ce soit avec un token matériel comme un RSA Secure ID, qui va être demandé lorsque vous allez soit saisir votre mot de passe à la console ou faire une tentative de connexion directement en ligne de commande. À ce moment-là, un second code vous sera demandé et c'est celui qui s'affiche sur le token matériel que vous avez sous les yeux. Alors sur la gauche du 359, vous verrez il y a 3 petits tirets. Ces tirets ont une valeur de 5 secondes et à chaque fois qu'il y en a un qui disparaît, voilà, vous avez la durée de vie du mot de passe. Et ce mot de passe change régulièrement, toutes les 10, 20, 30, 40, 50 secondes, ça dépend du réglage. Et donc, c'est ce qui garantit que vous êtes le seul détenteur de ce mot de passe aléatoire qui change et donc qui est crypté grâce à un algorithme que seul votre token dispose. Par ailleurs, il existe aussi les tokens logiciels, comme Google Authenticator. On l'a déjà vu dans la création de votre compte. C'est exactement la même chose, mais en méthode logicielle. Donc en résumé, on a un compte root qui permet de créer des utilisateurs, qui eux-mêmes peuvent créer des utilisateurs à qui ils affectent des stratégies. Ils les mettent dans des groupes, ils leur délèguent des tâches d'administration, de développement. Ces utilisateurs ont plusieurs méthodes d'authentification, la console ou les API. Maintenant, on va voir la troisième grande utilité d'IAM, ce sont les rôles. Alors, en gros, un rôle, c'est une stratégie, ou plutôt un ensemble de stratégies. Donc un rôle peut être associé à un utilisateur, à un groupe d'utilisateurs, mais aussi à un service AWS ou un compte AWS. Vous allez voir, c'est assez spécifique à AWS et c'est vraiment une, comment dirais-je, une offre de granularité, de réglage, de finesse de réglage des droits que l'on trouve quasiment nulle part ailleurs. C'est-à-dire que pour chaque rôle, vous devez définir une stratégie d'approbation et une stratégie d'autorisation. Je m'explique. Le Trust Policy, c'est ce qui va permettre à une instance, EC2 par exemple, qui est un service AWS, qui est une ressource, qui n'est pas un utilisateur, qui n'est pas un groupe, qui est une instance, une machine virtuelle, eh bien on va l'autoriser à accéder à d'autres services AWS. Toutefois, c'est pas parce qu'on l'autorise à accéder qu'elle a le droit d'y accéder. Je m'explique, c'est que il manque la stratégie d'autorisation. C'est-à-dire qu'en plus d'autoriser simplement le droit d'accès, il va falloir aussi définir ce à quoi elle a le droit d'accéder dans ce droit d'accès. Donc, par exemple, je vais vous donner un cas d'usage. Vous avez une machine, une instance EC2 qui va générer des images ou des fichiers et qui veut pouvoir aller les déposer dans S3. Eh bien, il va falloir qu'elle soit en conformité à la fois sur le Trust Policy et sur l'Access Policy. Donc sur les deux stratégies d'approbation et d'autorisation, il va falloir être en conformité. Mais alors là, en réfléchissant 2 secondes, vous allez me dire, oui, mais alors moi, je suis un utilisateur, j'ai les bonnes stratégies, je fais partie du bon groupe, qui a les bons droits. Donc si je m'authentifie sur une instance EC2, à ce moment-là, j'aurai toutes les possibilités d'aller écrire dans d'autres services, d'aller faire les bonnes choses, etc. Alors je vais vous dire oui, en effet, mais l'objectif, c'est simplement de rendre une instance complètement autonome, ou un service complètement autonome, indépendamment du fait qu'il y ait un utilisateur de connecté.
Car un développeur, lui, il va vouloir une application qui soit scalable. Il va falloir que Autoscaling puisse dédoubler, détripler, augmenter le nombre d'instances sans qu'il y ait quelqu'un derrière qui ait d'activité humaine. Donc le but du rôle, c'est vraiment de rendre autonome un service, une ressource, et de lui donner exactement les stratégies d'approbation, qu'elle puisse s'authentifier, et d'autorisation pour aller lire, écrire, faire le rôle pour lequel elle sera développée. Mais alors du coup, quand créer un utilisateur IAM au lieu d'un rôle, et quand est-ce qu'il va falloir créer un rôle plutôt qu'un utilisateur? Parce que c'est pas évident là, même si on a quand même une bonne idée. Donc voilà, j'ai listé trois grandes lignes, on va dire, des cas d'usage. Donc vous êtes tout seul, vous avez créé une startup, vous êtes administrateur de votre compte AWS, et vous travaillez tout seul avec votre compte, donc vous avez créé avec votre compte route un compte administrateur à qui vous avez donné un accès en étoile à toutes les ressources, et du coup vous n'utilisez pas le compte route, vous utilisez un utilisateur IAM pour utiliser vos ressources AWS. Sinon vous êtes pareil, dans le même cas de figure, sauf que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 4 ou 5, mais vous n'avez pas d'annuaire d'entreprise ou de compte de fédération web. Donc vous utilisez en fait IAM comme un annuaire pour vous authentifier et exécuter les tâches que vous avez à réaliser avec que ce soit un accès console ou un accès programmatique. Et sinon, vous avez besoin d'utiliser que l'interface programmatique, donc uniquement la ligne de commande. Mais à ce moment-là, vous créez un utilisateur et vous ne lui donnez pas d'accès à la console, vous lui donnez simplement un accès programmatique, et là, vous n'avez pas non plus besoin de créer de rôle, vous avez créé des utilisateurs qui, eux, peuvent utiliser les ressources. Voilà. Là, dans ces cas de figure, vous n'avez pas besoin de rôle. Mais alors, quand créer un rôle IAM au lieu d'un utilisateur, bah, comme je vous l'ai expliqué, voilà, vous avez créé une application qui s'exécute sur une instance EC2, et cette application fait des requêtes à partir de l'instance EC2, donc je vais créer un rôle adéquat avec les bonnes approbations et les bonnes autorisations pour cette instance, et à ce moment-là, mon application héritera à partir de cette instance EC2 des bons droits. Ensuite, vous créez une application qui fonctionne sur un téléphone mobile qui fait des requêtes AWS, et bien là, vous allez pouvoir permettre, grâce à une fédération web, grâce à votre application qui, elle, tourne sur une instance EC2, bah, tout simplement de créer un rôle qui va permettre d'obtenir les approbations et les autorisations pour votre application. Et sinon, en dernier, les utilisateurs de votre entreprise sont authentifiés dans votre réseau d'entreprise et veulent pouvoir utiliser AWS. Donc, sous-entendu, ils ne sont pas authentifiés dans AWS, ils sont authentifiés dans votre réseau d'entreprise. Donc, un annuaire LDAP, que ce soit un Active Directory, un Sun LDAP, peu importe, sans avoir à se reconnecter. C'est-à-dire que j'arrive le matin, je m'authentifie sur mon poste de travail à mon boulot, et bien à ce moment-là, j'hérite, grâce au rôle, d'une fédération d'identité qui va me permettre d'aller, grâce à IAM, grâce au rôle IAM, puisque je vais faire partie d'un groupe qui lui disposera du rôle, et bien d'aller m'authentifier sur des ressources AWS sans avoir à me re-authentifier. Voilà, donc j'économise pas mal de temps puisque je suis déjà authentifié, j'hérite des stratégies d'approbation et d'autorisation offertes par le rôle. Donc on a vu les stratégies, mais on n'a pas vu ce qu'est une stratégie. Donc maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté des stratégies IAM. En gros, c'est un fichier texte au format JSON pour JavaScript Object Notation. C'est tout simplement du texte un petit peu au format programmation, c'est-à-dire un code indenté, mais qui est lisible très simplement. C'est-à-dire que ligne par ligne, on va donner des autorisations à différentes ressources en les nommant directement avec une notation un peu particulière que vous pourrez mémoriser grâce au moyen mnémotechnique Spark, qui est en fait le principal, l'action, la ressource et la condition.
qu'on va voir en détail ce que c'est. Alors ce qui va suivre va vous paraître un peu technique pour certains, mais rassurez-vous, les stratégies sont très puissantes, mais restent simples à appréhender. Déjà, le principal. Donc le principal, ça peut désigner une ou plusieurs entités existantes. Une entité est désignée par un ARN, pour Amazon Resource Name. Retenez ADN, sauf que c'est l'ADN de la ressource, donc c'est l'ARN. Donc un ARN, ça va être une suite de chiffres, un identifiant qui va vous permettre d'identifier, par exemple, une instance EC2, un utilisateur, un groupe, n'importe quoi qui désigne une ressource dispose d'un ARN. Donc voici en image l'appel d'un ARN et la position d'un ARN dans un fichier JSON. Donc vous pouvez avoir un compte, des comptes spécifiques, un utilisateur IAM individuel à un ARN, un rôle spécifique à un ARN, tout ce qui est dans AWS dispose d'un ARN. Par contre, un ARN d'un utilisateur fédéré, non, il n'y en a pas, puisque vous déléguez la tâche d'identifier la ressource à un annuaire autre. Voilà, donc il n'y a pas d'ARN pour ce cas précis. Un ARN, c'est donc, pour rappel, Amazon Resource Name. Ensuite, on passe à l'ordre action. Donc l'action, ça décrit le type d'accès qui doit être autorisé ou refusé. Alors, je vais essayer d'être assez clair. Donc quand on regarde une action EC2, on voit EC2 Start Instances, ça sous-entend que cette action est celle de démarrer les instances EC2. Et donc, si cette action est listée dans le fichier JSON et que derrière vous avez une autorisation sur cette ressource, eh bien à ce moment-là vous pourrez exécuter. Pareil pour l'action IAM, on a l'action IAM Change Password, c'est le type d'action, tant que vous n'avez pas l'autorisation de l'exécuter, mais en tout cas c'est comme ça qu'on la dénomme, etc., etc. dans les autres actions. Mais vous avez aussi le Not Action. Alors lui, il offre aussi un petit peu plus de souplesse et c'est un petit peu ambigu parfois, mais je vous ai pris un exemple qui est un cas d'école, c'est si vous souhaitez autoriser tous les services, toutes les ressources à quelqu'un, mais pas IAM par exemple, eh bien vous pouvez utiliser l'autorisation, l'effet Allow, mais Not Action in IAM. Donc vous ne définissez pas les actions qui seront autorisées dans IAM. Même si les ressources sont étoiles, c'est étoile sauf IAM, puisque IAM aura une catégorisation dans une absence d'action. Toutefois, il faut préciser, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est que ça n'est pas un refus explicite, c'est donc pas une interdiction formelle. Le allow, dans les faits, est présent, donc il autorise l'utilisateur, mais il pourrait très bien, cet utilisateur, hériter ou disposer d'une autre stratégie distincte qui pourrait lui octroyer des droits IAM spécifiques. Quand on veut réellement interdire un accès, on remplace allow par deny et on l'utilise avec action. Comme ça, on dit, sur cette action, j'interdis l'exécution. Donc là, on est très clair là-dessus, le not action n'est pas un deny. Attention, ça peut être un piège. Bon, là c'est un peu technique, mais vous avez bien compris qu'avec ce genre de capacité de réglage, on peut régler très finement et très simplement pour dire tous ces utilisateurs ont le droit de faire tout ça, sauf ça ou pas ça. Donc c'est quand même assez pratique et ça simplifie quand même pas mal l'administration au niveau des stratégies. Ensuite, on va passer aux conditions. Donc une condition, ça liste les critères qui doivent être valides pour autoriser ou refuser une action. Et ça supporte les et les ou pour conditionner une action à plusieurs critères, voire plusieurs conditions à plusieurs critères. Donc là, on peut aller assez loin. Je vais vous donner un exemple de condition. Si on veut utiliser les autorisations de connexion d'un utilisateur à partir d'une fourchette de temps, d'une tranche horaire, si l'heure se situe après-midi ou après 15 heures et
qu'elle soit d'origine réseau, à partir d'une certaine IP spécifique ou d'une certaine plage IP, voilà, vous avez la possibilité de conditionner toutes ces paramètres, toutes ces conditions dans justement l'ordre condition dans le JSON. Donc on va pouvoir appliquer ces stratégies aux utilisateurs AWS ou à des groupes ou à des instances, à des rôles, enfin tout ce qui dispose d'un ARN, mais comme on l'a vu, la fédération d'identité, elle, ne permet pas d'avoir un ARN. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des groupes, et on va créer des stratégies, et on va pouvoir utiliser les fédérations d'identité pour des utilisateurs qui disposent d'une identité d'entreprise, donc un autre annuaire que IAM. Des utilisateurs, imaginons, vous avez une entreprise qui veut migrer sur AWS parce que vous avez une application microservice qui nécessite d'avoir un environnement cloud élastique, scalable, et puis de payer uniquement lorsque les utilisateurs se connectent et consomment. Ça évite quand même d'avoir à monter toute une infrastructure, et puis vous avez une application qui coûte pas très cher. Le problème, c'est que vous êtes 600 dans l'entreprise. Donc vous n'allez pas prendre un administrateur pour aller dans IAM pour créer 600 comptes, alors que vous avez déjà des administrateurs qui, dans un annuaire Microsoft ou un autre broker, vous allez disposer déjà de cette base de comptes, cet annuaire d'utilisateurs. Donc l'idéal, c'est d'utiliser donc un broker propriétaire, quel qu'il soit, mais qui soit compatible avec la norme SAML, ce qui veut dire Security Assertion Markup Language, qui est en fait une norme qui permet l'échange uniquement de données d'authentification et d'autorisation entre domaines de sécurité. Donc ça veut dire que votre utilisateur, par exemple Active Directory, va pouvoir utiliser ces credentials, donc ces jetons d'authentification, pour venir s'authentifier directement auprès des ressources AWS. Donc le processus, il se passe comme cela. Donc c'est assez simple et c'est un peu tout le temps la même chose. L'utilisateur se rend sur le portail de l'organisation, puis choisit d'accéder à l'AWS Management Console, par exemple, Active Directory Federation Services. Bon, il veut accéder à ce service. Le portail reçoit sa demande et vérifie l'identité de l'utilisateur dans l'organisation. Mais l'utilisateur ne fait pas partie d'AWS, donc il génère une réponse d'authentification compatible SAML, et il va intégrer dans ses paquets de retour des informations d'authentification qui identifient l'utilisateur et incluent les attributs spécifiques à celui-ci. Du coup, il forge une espèce d'autorisation, de paquet d'autorisation, et il lui dit, tiens, voilà, maintenant, avec ça, tu vas pouvoir aller requêter directement le service. Donc, le navigateur reçoit le paquet, il est automatiquement redirigé vers le point de terminaison AWS Single Sign-On, qui est le service SSO, et il publie l'assertion SAML, donc le paquet en fait. Et à partir de là, le point de terminaison, il demande les informations d'identification de sécurité temporaire pour le compte utilisateur, et il lui crée une URL de connexion automatique à la console qui utilise ces informations. Et du coup, AWS renvoie directement l'URL de connexion au client sous la forme d'une redirection, donc l'utilisateur ne voit rien, tout ça c'est transparent. Alors à ce moment-là, le navigateur client est redirigé vers le Management Console AWS et il est authentifié en tant qu'utilisateur. Donc là, je vous ai donné un exemple avec un annuaire d'entreprise de type Active Directory ou un broker, un propriétaire de session. Eh bien, pour les fédérations d'identité web, c'est à peu près la même chose, sauf que l'annuaire, au lieu d'être votre Active Directory ou votre annuaire d'entreprise, eh bien en fait, il va utiliser Amazon, Facebook ou Google ou un autre fournisseur d'identité web
de la même façon. Donc c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Je vous ai mis le schéma simplement pour démystifier un peu la problématique et vous expliquer techniquement comment ça marche, mais tout en restant dans une vision assez large. Vous voyez qu'en fait, il se passe 7 étapes et en fait ça se passe très rapidement et vous ne vous rendez compte de rien, la mécanique est automatique et les droits sont directement appliqués en fonction de ceux qui vous ont été attribués. Donc voilà, je vous ai mis le schéma avec une identité sociale. Donc c'est exactement pareil. Et on peut faire la même chose avec une application mobile. Par exemple, vous avez dû remarquer régulièrement, vous téléchargez une application sur votre téléphone ou sur une tablette, et puis on vous propose, au lieu de créer un compte dans un nouvel annuaire, un nouveau broker à chaque fois, créer un compte, créer un nom d'utilisateur, créer un mot de passe, etc. Les développeurs d'applications savent que vous avez déjà un compte Facebook, un compte Google. Vous n'avez pas besoin forcément de recréer un compte systématiquement. Donc ils vous proposent, créer un compte où vous authentifiez via une fédération d'identité web. Mais ils ne l'appellent pas comme ça, ils vous mettent juste l'icône Google, connectez-vous avec votre compte Google ou avec votre compte Facebook, et bien c'est exactement ce mécanisme-là qui est derrière. Voilà, donc nous avons vu depuis la création du compte route, des utilisateurs, des groupes, des stratégies qui sont affectées à des rôles, qui permettent à des ressources de s'authentifier, d'avoir des accès, voire même si on n'a pas de compte AWS, de faire de la fédération web. La dernière chose qui nous restait à voir avec IAM, c'était la rotation et la stratégie des mots de passe, c'est-à-dire un utilisateur doit régulièrement, pour des raisons de sécurité, avoir un mot de passe durci, ce qu'on appelle, donc à plusieurs caractères, donc en général plus que 8. Il doit avoir une majuscule, des chiffres, des lettres, et évidemment avoir un mot de passe qui change, c'est-à-dire la rotation du mot de passe, c'est avoir la possibilité d'obliger l'utilisateur en envoyant des messages d'avertissement toutes les 90 jours, 120 jours, en lui disant attention, votre mot de passe c'est tout le temps le même. Pour des raisons de sécurité, si quelqu'un tombe sur ce mot de passe, c'est pas super. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'en changer, sans pour autant d'en changer toutes les semaines, mais en changer au moins tous les 3-4 mois. Simplement pour dire que les mots de passe ont une durée de vie. Et donc dans IAM, on avait déjà vu lors de la création du compte les possibilités, mais gardez ça à l'esprit. Si vous avez bientôt un projet qui va tourner autour d'AWS, voilà, de ne pas omettre cette rotation, cette stratégie de durcissement des méthodes d'authentification. Voilà, c'est important, donc pensez-y. Donc maintenant qu'on a fait le tour, ce que je vous propose, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis et de passer à la pratique. Donc si vous avez le temps, on y va.